Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de notre émission sur l'Europe. Une saison qui va nous mener tout droit vers les élections européennes du 9 juin 2024. Nous continuerons ainsi à rencontrer des députés européens, des personnalités européennes, afin de décrypter avec eux l'actualité et les politiques européennes. Cette émission est diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace et elle est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Alors c'est parti, c'est la rentrée pour les parlementaires européens qui se sont retrouvés cette semaine pour la session plénière à Strasbourg. Pour cette première émission de la saison, nous sommes heureux plutôt d'avoir avec nous dans les studios du Parlement européen Madame Nora Mebarek. Bonjour. Bonjour. Alors Madame Mebarek, vous êtes donc une femme politique française, membre du Parti socialiste. Vous avez été élue députée européenne en 2019, mais je pourrais dire que vous êtes entrée en fonction en 2020 après le Brexit. Vous êtes au Parlement vice-présidente de la Commission du développement régional. Vous assurez avec Raphaël Glucksmann la coprésidence de la délégation de la gauche sociale et écologique, c'est comme ça qu'on vous appelle ici au Parlement européen, qui regroupe les députés français socialistes et les députés de place publique. Vous êtes également une ancienne élue locale de Arles, c'est pour vous replacer. Pendant plus de 20 ans, vous avez travaillé sur les questions de Méditerranée et vous avez plaidé récemment dans une étude qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès pour une macro-région euro-méditerranéenne, donc une région que vous connaissez bien et pour lesquelles vous avez des idées. Alors ce week-end, cette macro-région, on va dire qui pourrait faire partie de cette macro-région, a été marquée par un très violent tremblement de terre pour ce qui est du Maroc. Et de la Libye aussi a fait face au passage du cyclone Daniel avec des bilans effroyables pour les deux pays. Alors déjà, quelle est votre réaction ? Je suppose qu'elle est attristée, mais aussi quelle pourrait être l'action de l'Union européenne pour répondre à ces tragédies ? Alors bien sûr que c'est à la fois de la tristesse et on pense évidemment à la fois aux victimes et à toutes les familles. On a vu les images du Maroc comme d'ailleurs de la Libye, mais sur le Maroc, on a tous, je crois, en mémoire des vacances quand on n'est pas, comme moi, d'origine maghrébine. Donc on a à cœur, avec le peuple marocain, une histoire commune et surtout des temps, en fait, finalement, de générosité, de fraternité, et notamment quand on arrive, comme moi, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, hormis évidemment ces pensées-là, qu'est-ce que peut faire l'Union européenne ? Elle a déclenché évidemment l'aide d'urgence, parce que d'abord et avant tout, aujourd'hui, ce qu'il faut au Maroc, c'est de finir de retrouver les corps, parce que c'est important pour les familles. Je crois qu'on a maintenant plus aucun espoir de retrouver des survivants, même si des fois la vie peut être aussi une surprise. Et puis ensuite, accompagner certainement le Maroc dans sa demande d'ingénierie sur la partie de la reconstruction, puisque vous le savez, on est sur là une plaque assez importante qui bouge depuis longtemps. Ça a été valable en Algérie, ça a été aussi valable au Maroc dans les années 60 et 80. Donc reconstruire, c'est accompagner à la fois évidemment le projet architectural sur des nouvelles normes sismiques, mais aussi du coup énergétique, parce que le Maroc fait partie de l'accord de Paris, tient beaucoup à se mettre en mouvement dans le cadre de la transition et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis sur la Libye, on en est encore à l'aide d'urgence demandée. Donc je constate aussi, je tiens à le souligner, tristesse des relations entre la France et le Maroc qui, du coup, oblige à la fois le roi de ne pas accepter l'aide d'État, pas l'aide des structures associatives, je tiens à le repréciser, mais l'aide d'État, puisqu'il y a beaucoup de franco-marocains, beaucoup d'organisations et d'ONG qui travaillent depuis longtemps avec le Maroc, qui sont déjà sur place ou qui commencent à organiser la solidarité, qu'elle soit d'ailleurs de la communauté marocaine en France, mais de la communauté française, finalement, attachée au Maroc. Et les relations entre le Maroc et la France... Mais ça peut passer un peu par l'Union européenne, finalement. Aujourd'hui, ça peut... C'est exactement, ça doit passer par l'Union européenne, parce qu'en fait, finalement, on voit que quand on est comme ça sur des relations qui sont finalement bilatérales, eh bien, quand ça ne marche pas et que ça ne fonctionne plus et qu'il y a un temps de pause dans le dialogue étatique, eh bien, il faut que l'Union européenne prenne le relais. Alors, revenons plus directement sur l'actualité, je vais dire, de l'Union européenne. Chaque année, la session de septembre est marquée par ce que l'on présente comme l'événement politique et démocratique de la
rentrée, dénommée dans le jargon européen sauteux. Mais avant d'avoir votre réaction à cet événement, Madame Mebarek, nous vous proposons de découvrir un petit micro-trottoir réalisé la semaine dernière devant le Parlement européen. Bonjour, est-ce que vous connaissez le nom de la présidente de la Commission européenne ? Non, je sais pas. Non, c'est pas une Allemande. J'ai oublié. C'est Ursula, non? Je me souviens plus son nom de famille. Ancienne... Ursula von der Leyen. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez ce qu'est le sauteux ? S-O-T-E-U. Non, ça me dit rien, malheureusement. Et si on vous dit le discours sur l'état de l'Union ? Pas vraiment, non. C'est... non, moi je pense pas. Je connais pas. Jamais entendu parler. Bah un peu oui, c'est-à-dire que ça va être je sais pas moi, c'est le nom d'une décision qui sera prise prochainement. Alors on voit que peu de gens savent ce qui se passe au Parlement européen et cette session, alors que c'est un événement important. C'est quoi ce discours sur l'état de l'Union, ce qu'on appelle dans le jargon, comme on dit, le sauteux ? Alors, je tiens à rassurer à la fois les gens que vous avez interrogés, tous ceux qui nous écoutent et qui ne savaient pas ce que c'était que le sauteux. Je les rassure, moi non plus, avant de devenir député européen. En fait, il s'agit tout simplement d'un discours sur l'état de l'Union qui est porté par la présidente de la Commission étant les membres qui finalement mettent en œuvre les lois, les directives européennes. Et donc, la présidente, en l'occurrence Ursula von der Leyen, vient chaque année devant le Parlement européen pour faire un point d'étape à la fois de ce qui a été engagé et les perspectives de l'Union européenne pour l'année future. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre jingle de présentation, nous sommes sur le dernier discours de la présidente de la Commission, donc sur l'état de l'Union, puisque le prochain sera de fait sur une autre mandature, puisqu'il sera en septembre 2024 et que les élections sont le 9 juin 2024. Et donc, c'était attendu comme le moment d'un bilan et de perspective de l'Union européenne et des politiques finalement européennes menées par l'Union. Alors, contrairement aux États-Unis, où ce discours est un exercice vieux de 2 siècles, cette pratique dans l'Union européenne n'a débuté qu'après le traité de Lisbonne. Alors, hormis le fait que ce soit récent, comment vous expliquez le manque d'intérêt déjà de la presse aussi, puisqu'on en entendrait peut-être un peu plus parler, on saurait de quoi il s'agit. Ça ne vous surprend pas finalement que la presse en général parle peu de ce discours qui est quand même un moment fort dans le sens où la présidente de la Commission vient devant les députés pour présenter son bilan, mais aussi après les affronter sur des députés qui ne sont pas toujours d'accord avec son bilan. Je crois que sur la presse, je ne dirais pas en général, mais je dirais la presse française, finalement, il y a très peu d'organismes hors le service public et des radios comme la vôtre, qui reprend chaque année, ou en tout cas tout au long de l'année, les politiques européennes. Et ce qui se passe finalement en Europe, ça n'a jamais été dans la ligne éditrice des médias français. Ça commence un peu à le devenir quand on arrive vers l'année des élections. Et puis, c'est fatalement, on se redit qu'on ne va pas refaire la même chose, qu'il va falloir amener de la connaissance aux citoyens et concitoyens. Et en même temps, chaque fois, on constate qu'on disparaît des écrans. Et encore cette année, à la rentrée médiatique, on a encore 2 émissions qui sont sorties et qui sont plus programmées. Alors, Ursula von der Leyen a donc prononcé ce discours ce mercredi. Cet événement revêt une importance, comme on l'a dit, assez particulière, puisqu'il s'agissait du dernier. Alors, elle a été confrontée à pas mal de choses, à la guerre en Ukraine, au Covid. Dans son bilan, elle fait donc la part belle au pacte vert, en disant que elle a lancé le pacte vert, que celui-ci est en route. Elle parlait de l'inflation, de l'Ukraine. Elle a donc défendu son bilan. Qu'est-ce que vous en avez, vous, pensé de ce bilan ? Que retenez-vous de ce moment ? Et pensez-vous, comme votre collègue que j'ai entendu ce matin, Aurore Lalucq, que ce discours a fait pchit ? C'est exactement ça. Le discours a fait pchit, mais au-delà de ça, je pense que d'abord, vous dites, elle a vécu un mandat difficile. Nous avons, tous les Européens, vécu un mandat difficile finalement, ou en tout cas un temps difficile. On a vécu quelque chose qui relevait d'une crise démocratique avec le Brexit en début de mandat. Ensuite, une crise sanitaire qui a amené un confinement mondial et une réponse finalement de solidarité de l'Union européenne qui était nouvelle. Et puis, évidemment, la guerre aux portes de l'Europe avec la guerre en Ukraine et l'agression russe. Et qui
emmène aujourd'hui une inflation aussi compliquée pour nous tous et particulièrement pour les concitoyens européens. Alors, du coup, on attendait beaucoup. En fait, c'est peut-être pour ça que ma collègue dit ce discours plébiscite, parce que l'attente n'était pas tant de faire un point de bilan, mais bien un point de situation. Aujourd'hui, on rentre dans un temps qui est particulier avec tout ce que je viens d'annoncer. L'Union européenne a su démontrer, peut-être pour tout le temps, souvent après les crises, mais a su démontrer sur ce mandat-là qu'elle pouvait jouer partie de la solidarité avec l'emprunt commun, avec l'achat des vaccins ou en soutenant finalement le chômage partiel, par exemple, qu'on a connu, puisque le quoi qu'il en coûte n'était pas quoi qu'il en coûte pour Macron, mais quoi qu'il en coûte pour l'Union européenne et pour les citoyens européens, ce qui a permis de mettre en œuvre cette politique de protection. Bon, donc on attendait évidemment une perspective en se disant comment l'Union européenne maintenant va réarmer sa souveraineté industrielle, va réarmer sa souveraineté sur la santé pour ne pas revivre les non-masques, la non-production de médicaments, comment l'Union européenne va avoir des marqueurs de politique européenne de protection, notamment sur le prix de l'énergie, sur le prix des aliments. Bon. Et on a eu donc un discours qui était un peu un discours en équilibre, qui était à la fois un discours de bilan, effectivement, mais sur et notamment sur le pacte vert, mais qui est un bilan finalement de l'ensemble de l'Union européenne, puisque si le pacte vert a pu exister, c'est qu'il y a eu un consensus et un compromis de l'ensemble des groupes politiques dès le début du mandat pour dire ça va être l'horizon et en tout cas on va devoir progresser sur la question de la transition et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, on attendait des réponses plus basiques, plus concrètes. Comment on fait pour payer le caddie? Comment on fait pour réduire la facture énergétique des Français et des Européens? Voilà. Mais là, l'un des chantiers donc, qui était engagé dès le début de son mandat, donc celui de la lutte contre le changement climatique, elle semble quand même, dans son discours, ne pas avoir changé de cap, malgré le fait que dans sa famille politique, le PPE, on a envie un peu de mettre un coup d'arrêt. Il faut dire qu'elle a maintenu le cap, faute de cap, au moment de la vote de la loi sur la restauration de la nature, au mois de juillet. C'est-à-dire qu'on a vu à ce moment-là ce qu'on se présentait. Peut-être rappeler que c'est le texte pour protéger la biodiversité en Europe, pour simplifier. Et donc, du coup, qui est un pilier, évidemment, de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on a vu, on le percevait déjà sur quelques votes en commun, notamment entre la droite et l'extrême droite, et donc son groupe politique, puisque Ursula von der Leyen, pour les citoyens, est membre du groupe de la droite, donc ce qu'on appelle le PPE en Europe. Et donc, on voyait des votes un peu communs sur le salaire minimum. Voilà, salaire minimum. On vote contre le salaire minimum quand on est à l'extrême droite et à la droite du Parlement européen. Bon, voilà, c'est un exemple parmi 30 d'autres. Et on voyait déjà cette porosité. Et sur le loi de la restauration de la nature, il est vrai que là, on est arrivé... Il y a eu un changement de cap total du PPE. Total et un silence assourdissant de la présidente de la Commission, donc d'Ursula von der Leyen, qui elle-même portait le pacte vert. Donc elle a réaffirmé aujourd'hui que le Green Deal était une de ses priorités, mais qui, du coup, elle a dû le réaffirmer, pas tant autant d'une majorité du Parlement, mais plutôt par rapport à son groupe politique et dans la régression qui est celle du PPE aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a un sujet qui a un petit peu surpris, mais est-ce que c'est suffisant? L'Union a décidé d'ouvrir une enquête sur les subventions publiques chinoises sur les 2 automobiles électriques. Est-ce que cela vous semble aller dans le bon sens, cette décision? Oui, à partir du moment où, et je ne sais pas, puisque ça a été annoncé comme vous, je l'ai entendu ce matin, je ne sais pas si c'est organisé avec le secteur et les syndicats, mais il faut absolument que le secteur de l'automobile, mais particulièrement le secteur européen de l'automobile, je ne vais pas dire allemand, parce qu'il n'y a pas que le secteur allemand de l'automobile, puisse contribuer à faire ce cahier des charges pour aller à l'enquête. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe? Oui, à partir du moment où on lutte contre une concurrence déloyale chinoise, mais il faut le faire en concertation avec les syndicats et le secteur automobile.
Alors, c'était la chanteuse marocaine Indy Zahra avec La Luna, une chanson de son album Homeland en 2015. Madame Mebarek, ce dimanche, Julia Caget, Thomas Piketty, les auteurs de l'ouvrage Histoire du conflit politique, seront à votre place ici au Parlement européen dans le cadre des bibliothèques idéales. De leurs travaux, les auteurs tirent notamment la conclusion que pour le bloc social écologiste, se présenter en ordre dispersé rend le passage du premier tour en France très compliqué. Pourtant, les Verts français, le Parti communiste et récemment vous, au Parti socialiste, avaient décidé de présenter une liste autonome pour les élections européennes. Pourquoi estimez-vous que des listes autonomes se justifient à cette élection européenne ? Alors d'abord, il n'y a jamais eu de liste d'union aux élections européennes. C'est plutôt comment on aurait justifié qu'il y ait une liste d'union aux élections européennes plus qu'une liste autonome, si ce n'est socialiste. Vous l'avez dit, force de constater quand on est au Parti socialiste et que nous sommes pro-NUPES, puisqu'en fait c'est un peu la configuration qui était proposée pour les élections européennes, eh bien, force de constater que deux composantes, et pas des moindres, les écologistes et le Parti communiste, ont décidé de faire une liste autonome pour des raisons qui sont tout à fait légitimes. Il n'y avait aucune raison que le Parti socialiste, avec son histoire et ce que le parti a pu faire pour la construction européenne et dans les politiques publiques européennes, ne puisse pas attendre que quelque chose se passe qui serait l'ordre de l'unité. Donc, les élections européennes seront comme traditionnellement, à gauche comme à droite, chacun fera sa liste. Pour autant, on peut avoir aussi, et c'est la discussion qu'on va engager, puisque nous venons de voter notre projet à l'unanimité et qu'il est présenté aux militants socialistes le 5 octobre. Une fois que les militants socialistes auront ratifié, voté le projet socialiste, alors on pourra aussi ouvrir une plateforme de combat commun. Et je citais tout à l'heure la loi sur la restauration de la nature. Il y aura dans les perspectives du mandat prochain beaucoup de combats qu'on aura à mener avec la gauche et les écologistes. Et les listes seront constituées après ce moment-là, alors après le 5 octobre ? Oui, bon, on a le temps. Oh, ça avance déjà dans d'autres familles politiques. On a déjà des têtes de liste. On pourrait aussi ajouter que ici, au Parlement européen, vous n'êtes pas dans les mêmes groupes politiques. La France insoumise est dans la GUE ou la gauche, comme il s'appelle maintenant. Vous êtes, comme on l'a dit, chez SED. Les Verts sont dans l'Europe Écologie Les Verts sont chez les Verts. Oui, je peux rajouter même un élément supplémentaire, parce que c'est vrai aussi à l'Assemblée nationale, où chaque groupe politique a son propre groupe et ils ont une inter-NUPES. Nous sommes aussi rattachés à des groupes européens, comme les Verts avec leur groupe européen. Nous avons le Parti socialiste européen et donc les membres du groupe social-démocrate participent et adhérents au Parti socialiste européen et ça fait aussi une différence. Après, on sait que dans les votes, vous retrouvez aussi en règle générale. Tant que nous en sommes sur les élections européennes, je vous propose de découvrir notre nouvelle rubrique. C'est vachement bien, nous sommes tous des Européens. C'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. Alors, Madame Mebarek, est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est vachement bien d'être européen ? Mais quand on voit le nombre de peuples qui veulent rentrer dans l'Union européenne, qui sont à genoux avec le drapeau européen, oui, c'est vachement bien d'être européen. Alors, plus sérieusement maintenant, Madame Mebarek, j'aimerais que vous nous disiez s'il y a un sujet, un vote qui vous a marqué au cours de votre législature durant ces 5 dernières années. Alors, 4 années. Je crois que ce qui m'a marqué, c'est... honnêtement, la rapidité de la réponse sur la solidarité sur la pandémie, à la fois sur tout de suite les fonds débloqués pour acheter le matériel nécessaire, le matériel médical, les masques, et puis ensuite la mutualisation sur l'achat des vaccins, parce qu'en fait, on pensait que l'Union européenne était une lourde machine. Elle n'a pas toujours été à la hauteur dans les crises, notamment la crise financière de 2008, où ça a été très opaque. Et là, finalement, ça a montré, en tout cas, que l'Union européenne pouvait, et le Parlement en particulier, travailler très vite à partir du moment où il y avait une urgence et une agression, on va dire, là pour le coup, la pandémie vers les citoyens européens. Et puis, le deuxième, c'est évidemment, pour moi, la guerre en Ukraine. Et pareil,
dès le lendemain de l'agression russe, il y a eu tout de suite un bataillon de réunion. On a pu à la fois travailler sur la partie de la sanction, à la fois sur la partie de la réponse pour sortir de la dépendance du gaz russe, mais aussi à l'accueil des réfugiés. Et puis peut-être un petit rajout personnel, le vote au Parlement de la macro-région méditerranéenne qui finalement sera célébrée par les régions méditerranéennes du Sud, donc à la fois du Sud de l'Europe et du Maghreb, le 22 septembre prochain à Marseille. Quelle serait pour vous la priorité ou le sujet sur lequel vous voudriez que le Parlement européen, nouvellement élu d'ici le mois de juillet de l'année prochaine, se penche ou avance ? Alors, un nouveau Parlement européen élu et plutôt de gauche et écologiste, ce serait déjà première chose. Pourquoi pas tant pour plaider pour Machabel, mais parce que ça nous permettrait de mettre tout de suite la partie de la transition, une fois qu'on a terminé l'arsenal législatif sur la neutralité carbone, il s'agit maintenant d'amorcer et continuer et surtout faire amplifier la partie de la transition juste. Et donc là, je passe à la reconversion des salariés, je pense à réarmer notre industrialisation verte, je pense à la formation des jeunes et des moins jeunes, je pense à l'emploi, je pense à l'épanouissement, je pense à la communauté. Il y a de vastes sujets. De vastes sujets. La protection des Européens qui aiment leur art de vivre et qui doit le protéger et qui en même temps ne doit pas être les derniers de la reconversion écologique et de la transition numérique. Et petite question personnelle, vous aimeriez être candidate ou vous serez candidate sur cette future liste ? Écoutez, si ça n'embête personne, oui. On va donc suivre aussi cette constitution de liste qui va, je pense, intéresser nos auditeurs également. Alors, merci, Madame Mebarek, pour votre participation à notre émission européenne. Merci à la Régie technique du Parlement européen. On se retrouve, nous, bientôt pour une nouvelle émission européenne. Et un peu en avance, n'oubliez pas, le 9 juin, on vote. À bientôt.